Alors, dans cette première partie de mon cours, j'aborde les différentes visions de l'histoire. J'ai parlé de celle de Frédéric Bastiat, j'ai parlé de celle de Lord Acton, et dans cette vidéo, j'aborde celle de Marx, la vision marxiste de l'histoire et du capitalisme. Je vais également aborder un peu la critique du marxisme par les économistes autrichiens, et enfin, je terminerai par le miracle européen, c'est-à-dire cette extraordinaire croissance économique qui s'est développé à partir du XVIIIe, XIXe siècle, et je montrerai que ce miracle européen, il est dû avant tout à sa culture de la liberté individuelle et non pas à l'exploitation des travailleurs comme le pense le marxisme. Alors, la vision marxiste de l'histoire, elle tient en deux points. Premièrement, la lutte des classes. C'est la première phrase du manifeste du Parti communiste. Toute l'histoire de la société humaine jusqu'à ce jour n'est que l'histoire de la lutte de classe. Donc ça, on en a déjà un petit peu parlé. Il y a une sorte d'oppression en fait, hein, qui traverse l'histoire entre donc la classe des travailleurs, qui est la classe dominée, et la classe eh bien, des dominants, on va dire, de ceux qui ne travaillent pas selon Marx. Et à notre époque, c'est la classe des bourgeois ou des capitalistes. Le deuxième point, eh bien, c'est que, selon Marx, le capitalisme permet aux propriétaires des moyens de production d'exploiter les travailleurs en s'appropriant une partie de la valeur qu'ils créent. Donc, selon Marx, seul le travail crée de la valeur, c'est la fameuse théorie de la valeur travail, qui vient d'ailleurs de l'école anglaise, et le capitaliste paye les ouvriers moins que la valeur réelle de leur travail, et il s'approprie la différence. C'est ce que Marx appelle la plus-value, ou tout simplement le profit. Et donc, pour Marx, le profit est volé aux travailleurs par les capitalistes. Et le capitalisme fonctionne uniquement en exploitant le prolétariat. Marx va même plus loin, puisque pour lui, l'accumulation primitive du capital serait issue de l'impérialisme, de l'esclavagisme, du commerce triangulaire, de l'expropriation des petits paysans, et il fait allusion ici aux enclosures en Angleterre, on en reparlera. Bref, ce n'est pas seulement l'exploitation de la classe ouvrière, mais c'est l'exploitation des ressources du monde entier, finalement, qui aurait permis le développement du capitalisme et l'enrichissement, la croissance que l'Europe a connue. Donc, selon Marx, le capitalisme aurait une tendance inéluctable à appauvrir les travailleurs. Et il pensait que les masses seraient de plus en plus misérables et que finalement toute la richesse serait concentrée entre les mains de quelques hommes. Donc, il n'y aurait plus qu'à eh bien, renverser ces quelques hommes, les exproprier, et puis eh bien, le socialisme pourrait advenir. Ludwig von Mises, dans notamment son œuvre majeure, L'action humaine, réfute cette vision marxiste du profit. Il explique que le profit n'est pas un vol, n'est pas une exploitation, mais est un signal économique, c'est-à-dire une information sur l'état du marché. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le profit récompense la bonne allocation des ressources, c'est-à-dire le fait que l'entrepreneur a su identifier un besoin dans la société, il a su y répondre en investissant des ressources dans une activité qui réponde justement à ce besoin. Ainsi, les entreprises qui comprennent les besoins du marché font du profit, celles qui se trompent font des pertes et disparaissent. Ça veut dire que sans profit, il n'y a aucune incitation à innover ou à prendre des risques. Deuxièmement, l'exploitation n'est pas liée au capital, elle est toujours le fait d'une violation des droits de propriété. Ça veut dire que l'exploitation n'a de sens que comme une agression contre la propriété privée. Et en ce sens, l'exploitation, c'est toujours le fait de l'État, car l'État, c'est la seule institution qui obtient ses revenus par la force. Donc, comme on l'a vu avec Frédéric Bastiat, la véritable exploitation, c'est l'exploitation par l'impôt, par les monopoles, par le protectionnisme, par l'endettement public. C'est un point qu'on a un peu développé dans la vidéo sur Frédéric Bastiat. L'endettement public qui conduit à la création monétaire et donc à l'inflation, à la perte du pouvoir d'achat. Voilà, l'exploitation, elle est là. Elle n'est pas au sein de la classe productive, mais elle est entre la classe productive et la classe improductive. Donc il faudrait plutôt dire que l'histoire de toute société jusqu'à nos jours n'est que l'histoire de la lutte entre ceux qui créent la richesse et ceux qui prélèvent cette richesse pour la dépenser. Alors, le troisième point sur lequel Ludwig von Mises attaque Marx, c'est la révolution industrielle.
L'analyse marxiste déforme la réalité historique de la révolution industrielle, ignorant les améliorations qu'elle a apportées à la classe ouvrière. Donc ça, c'est le point suivant. La première idée de Mises, hein, c'est l'importance du travail salarié, du salariat. Mises explique que les emplois dans les usines, bien que difficiles, surtout au début, parce que les conditions étaient encore misérables, eh bien, ces emplois représentaient la meilleure opportunité pour les ouvriers de l'époque, leur offrant une alternative à la misère rurale. En effet, la situation des ouvriers était bien pire avant. C'est-à-dire qu'il ne faut pas comparer la situation des ouvriers au XVIIIe siècle avec nous aujourd'hui, mais il faut la comparer avec ce qui se passait avant. Avant, 90% de la population en Europe vivait à la campagne et ces personnes dépendaient entièrement de l'agriculture pour leur survie. Or, avec les aléas climatiques, avec le manque d'outils techniques, la production était extrêmement faible, voire elle était nulle quand il y avait des aléas climatiques. Donc une mauvaise récolte pouvait ruiner une famille et il n'y avait absolument aucune autre possibilité. On ne pouvait pas changer de métier et on n'avait rien à vendre sur le marché. Donc beaucoup de gens mouraient de faim. Avec le salariat, les ouvriers peuvent vendre quelque chose, c'est leur force de travail, et ils reçoivent une rémunération qui est stable, prévisible, et qui apporte donc une sécurité financière sur le moyen et sur le long terme. Deuxième point, l'accumulation du capital. Contrairement à ce que pensait Marx, la situation des ouvriers, elle s'est grandement améliorée au fil du temps. Alors dans ce premier extrait, Mises explique que les emplois dans les usines, bien que misérables pour nous aujourd'hui, représentaient pour les ouvriers de l'époque la meilleure opportunité possible. Dans un deuxième extrait, on verra que l'amélioration de la condition des travailleurs a été permise par l'accumulation du capital. Alors je lis, dans les premières décennies de la révolution industrielle, le niveau de vie des travailleurs des fabriques était scandaleusement bas en comparaison des conditions de leurs contemporains des classes supérieures et en comparaison de la situation présente des foules industrielles. Les heures de travail étaient longues, les conditions sanitaires des ateliers déplorables. La capacité de travail des individus s'épuisait rapidement. Mais le fait demeure que pour le surplus de population réduit à la pire misère, et pour qui il n'y avait littéralement pas de place dans le cadre du système de production régnant, c'est-à-dire le système agricole, le travail à la fabrique était le salut. Ces gens vinrent en foule dans les ateliers pour la seule raison qu'il leur fallait absolument améliorer leur niveau de vie. Deuxième extrait. Si nous considérons l'histoire du monde, et en particulier l'histoire de l'Angleterre depuis 1865, nous constatons que Marx se trompait sur tous les points. Il n'y a pas un seul pays occidental capitaliste où la situation des masses n'ait été améliorée à un rythme sans précédent. Tous ces progrès des 80 ou 90 années écoulées ont été réalisés en contradiction complète avec les pronostics de Marx, car les socialistes marxistes croyaient que la situation des travailleurs ne pourrait jamais s'améliorer. Ils avaient adopté une théorie erronée, la fameuse loi des reins des salaires. Une loi qui affirmait que le salaire d'un ouvrier, en régime capitaliste, ne dépasserait pas le montant nécessaire à le maintenir en vie pour servir l'entreprise. Donc ce qui est intéressant ici, c'est que Mises va expliquer pourquoi eh bien, en fait, les salaires ont augmenté et pourquoi la situation des ouvriers s'est améliorée, contrairement à ce que prédisait Marx. Alors, la loi d'airain des salaires, donc cette loi qui affirme que le salaire d'un ouvrier ne pourrait pas dépasser le montant nécessaire à le maintenir en vie, cette loi, en fait, elle est fausse car elle repose sur une conception purement statique et déterministe de l'économie. Dans un marché libre qui est par essence dynamique, eh bien l'accumulation de capital permet d'augmenter la productivité des travailleurs. Elle permet l'innovation, le progrès technologique. Et si la productivité est plus élevée, eh bien les salaires également. Donc, parce que le travail, à ce moment-là, est plus productif, donc le travail est plus précieux, donc il sera mieux rémunéré. Donc, le marché du travail, c'est quelque chose qui est compétitif, où les entrepreneurs sont incités à offrir de meilleurs salaires pour attirer les travailleurs les plus qualifiés. Voilà, et ça, c'est ce que Marx ne voyait pas. Et il n'avait pas la vision de ce qu'est un marché libre, en fait. Le troisième extrait, le changement radical de situation qui a conféré aux masses occidentales le présent niveau de vie, un haut niveau de vie en vérité comparé à ce qu'il était au temps pré-capitaliste et à ce qu'il est en Russie soviétique, fut l'effet de l'accumulation de capital grâce à l'épargne
et d'un investissement avisé par des entrepreneurs qui voyaient loin. Aucune amélioration technologique n'aurait été réalisable si le supplément de capitaux matériels requis pour l'utilisation pratique des nouvelles inventions n'avait été préalablement rendu réalisable par l'épargne. Et dans ce troisième extrait, Mises aborde l'épargne. L'épargne, c'est elle qui, justement, a permis la révolution industrielle, parce qu'elle a permis l'accumulation du capital indispensable pour financer des technologies, des infrastructures. Donc, contrairement à l'idée marxiste, selon laquelle le capital s'accumule uniquement par la spoliation, Marx a dit que cette accumulation primitive du capital avait été réalisée par le commerce triangulaire, l'esclavage, l'impérialisme, la colonisation. En fait, selon Mises, c'est une épargne volontaire ici qui a été essentielle. Elle découle d'un choix rationnel des individus d'investir pour l'avenir. C'est-à-dire que les premiers profits qui ont été réalisés, au lieu d'être consommés, eh bien, ont été réinvestis dans l'innovation, dans l'industrialisation, dans les infrastructures, les routes, les chemins de fer, etc. Et c'est ça qui a permis le décollage économique. Pour compléter, on peut évoquer ce livre qui a été un travail collectif, mais dirigé par Friedrich Hayek, qui s'oppose en fait à la légende noire du capitalisme propagée par le marxisme. C'est un livre qui date de 1954, et ici je relève deux points qui m'ont paru vraiment intéressants et originaux. D'abord, le paradoxe de la frustration relative. La révolution industrielle a offert de nouvelles perspectives à une population auparavant condamnée à la pauvreté. La pauvreté est donc devenue moins acceptable qu'avant. Alors, ce que remarque Hayek, c'est que avant, chacun s'attendait à vivre dans une pauvreté absolue et envisageait le même sort pour ses enfants. Donc, personne ne s'indignait d'une situation de pauvreté absolue, mais qui semblait être une fatalité, en fait, on ne pouvait rien faire. Or, à partir du moment où la richesse commence à augmenter plus vite que jamais, en fait, avec la révolution industrielle, eh bien, je dirais la misère devient insupportable et de moins en moins acceptable et justifiable. Donc ça, c'est le premier point qui peut expliquer effectivement le ressentiment que pouvait éprouver la classe ouvrière et qui a été, je dirais, exploité par le marxisme et le socialisme. Alors le deuxième point, c'est l'explosion démographique, c'est que la révolution industrielle a permis une croissance démographique sans précédent, et, dit Hayek, c'est la preuve empirique de l'amélioration des conditions de vie qu'a permis le capitalisme, contrairement à ce que disait Marx. Alors ici, je vous ai mis un petit graphique où on voit donc l'évolution de la population mondiale, donc jusqu'à l'an 0, on voit donc les années avant Jésus-Christ. On peut remonter à 2000, 4000, 6000, 8000, 10 000, 10 000 ans, bon, à plusieurs millions d'années finalement, on est, à 10 000 ans, on est à 4 millions d'individus sur Terre, à l'an 0, on est à 190 millions, et à partir de la révolution industrielle, donc 18e siècle, eh bien, on voit que la courbe devient exponentielle et que la population s'accroît, se multiplie par 2, par 4, par 10 et plus. Et donc ça dans un temps extrêmement court. Cette explosion démographique, on voit bien qu'elle était impensable dans l'époque pré-industrielle parce qu'on était tout simplement dans des économies de subsistance, principalement de type agricole. Alors en guise de conclusion, je voudrais revenir sur le miracle européen, c'est-à-dire comment eh bien, la civilisation occidentale a pu se développer, comment on a vu apparaître ce décollage de la révolution industrielle en Europe, et il faut justement aller un peu au-delà de l'économie, parce que il y a des conditions institutionnelles et culturelles qui ont été propices en fait au progrès économique. C'est ce que je montre ici dans cette pyramide. Le socle de la pyramide, au premier étage, eh bien c'est l'affirmation de la valeur de l'individu. L'absence d'un empire hégémonique en Europe a favorisé la concurrence entre juridictions et la protection des droits individuels. C'est ce qu'on a vu dans les vidéos précédentes, à savoir
le conflit des pouvoirs a favorisé une sorte de fragmentation du pouvoir, un affaiblissement du pouvoir, et donc a permis l'émergence des villes libres, des libertés anglaises, de la Magna Carta, de l'habeas corpus, des parlements, bref, la garantie des droits individuels, de la propriété privée. Et tout ça, c'est le fruit des idées, en fait. Il faut revenir au physiocrate, il faut revenir au laisser-faire, à tout ce qui a façonné en fait la culture européenne, qui est une culture de la liberté de l'individu. Le deuxième étage, eh bien, c'est le progrès économique qui en résulte. Ces libertés ont favorisé l'innovation et le progrès économique, c'est-à-dire le commerce, l'innovation, l'épargne, l'accumulation du capital. Et enfin, troisième étage, la domination du monde par l'Europe est une conséquence et non la cause. C'est-à-dire que ce n'est pas l'exploitation coloniale qui a rendu possible la richesse de l'Europe, mais c'est plutôt la culture de la liberté qui s'est développée avec des institutions politiques et juridiques qui a permis cet enrichissement, qui a permis le capitalisme, et donc ensuite l'expansion de l'Europe dans le monde. Merci pour votre écoute. Je vous donne rendez-vous pour un prochain épisode avec la vision de l'histoire de Murray Rothbard.